Ripley, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou mes très chers enchanteurs. Et oui, on se retrouve donc pour chaque 3e samedi du mois, entre 16h et 18h, autour des contes de fées et notamment, la magie des contes, dans lequel, en fait, c'est une émission dans laquelle je vais donc décortiquer, toutes les recherches que j'ai menées autour, d'un conte. Il y a plusieurs parties pour un même conte. On a déjà commencé à faire Alice pour cette saison-là, cette première saison sur Antasia. Et donc, la saison prochaine, vous aurez forcément l'épisode 2 d'Alice. Et là, ça va être un peu pareil pour Cendrillon, parce que Cendrillon, il y a tellement de choses à dire sur Cendrillon, on n'imagine même pas. Donc là, cet après-midi, c'est une introduction que l'on va découvrir, bien sûr avec les recherches de base que je mène autour de l'astrologie, notamment de la sorcellerie aussi. Et en fait, je me doutais pas que je partirais à la rencontre des clés psychologiques et ésotériques notamment. Alors surtout des clés autant psychologiques, vous allez voir tout à l'heure, autant sur ce conte. Ésotérique, bon ça je suis pas trop surprise parce que forcément dans beaucoup de contes il y a de l'ésotérisme. Et ni même que j'allais franchement voyager jusqu'en Grèce ou même en Égypte. Et pourtant, je peux vous dire que ce conte regorge de plein de versions différentes et apporte plein de clés symboliques vraiment magnifiques. Donc, si vous êtes happé par le conte de Cendrillon, franchement, c'est par hasard. De toute façon, à mes yeux, rien n'est un hasard. On rencontre des gens, c'est pas le hasard. On vit des émotions à l'intérieur de nous quand on découvre des choses, c'est par hasard. Et donc, pour ma part, cette première approche que je vais vous faire découvrir cet après-midi, me permet de mieux comprendre pourquoi j'ai été autant happée dans mon enfance par ce conte. Cette version, inlassablement, je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ce dessin animé, quand j'étais petite, je le passais en boucle, en boucle, au point d'en connaître les répliques par cœur du dessin animé de Disney. Et en tant qu'adulte, et après analyse de ce conte, je comprends mieux pourquoi Cendrillon reste encore aujourd'hui une histoire dite moderne, parce que elle apporte énormément de clés symboliques et psychologiques. Cette histoire, on va tout décortiquer tout à l'heure. Et je peux même dire aussi, que pour moi, vous savez que Disney a créé différentes versions en version film de ces dessins animés. Et pour moi, c'est Cendrillon en film Disney qui a été le mieux réussi, à mes yeux en tout cas, de tous les Disney revisités en film depuis qu'ils font ça en fait. Je trouve que celui de Cendrillon est vraiment le plus beau et le plus près surtout du conte de Charles Perrault notamment. Puis en plus, alors moi j'adore ce petit manoir avec tous ces animaux, ce petit jardin. Et franchement, si je devais m'imaginer un lieu où j'aimerais vivre, ce serait vraiment la maison de Cendrillon en fait. Alors pas le château, mais vraiment la maison familiale, le petit manoir avec à l'orée de la forêt. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez de votre côté déjà réfléchi à ce genre de questionnement des lieux de vie que vous auriez aimé connaître ou même vivre, dans lequel vous aimeriez vivre. Est-ce que ce petit manoir que l'on retrouve dans le dessin animé ou même dans le film, enfin plus le film que le dessin animé bien sûr, me happe le cœur. Enfin, vous verrez, ce conte est quand même assez dingue quand on se plonge vraiment dans l'archétype du message de tous les personnages, que ce soit astrologique ou symbolique. On perçoit vraiment quelque chose de transcendant. Je vais loin, mais vous comprendrez tout à l'heure quand on développera tout ça. Mais je trouve vraiment que, pour moi, Cendrillon, c'est vraiment le conte de la transformation. De passer, alors non seulement de la transformation, mais en plus un personnage central qui est Cendrillon, qui en fin de compte a toujours été protégé par la magie, mais qui doit vivre des choses. Ah, j'ai des frissons. Qui doit vivre des choses très 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 sombres, jalousie, envie, côté malsain, que ce soit physique ou émotionnel. Elle vit vraiment des choses très très difficiles avant justement d'avoir. Elle est quand même protégée magicalement parlant, j'entends. Pas autour d'elle, elle ne le sait pas, elle n'en a pas conscience. Tout au long de l'histoire, mais elle est protégée magicalement. Et ça, on va le décortiquer dans la partie sorcellerie également. Et elle a une bonne fée en fait. Elle a une bonne fée et c'est grâce à cette bonne fée en fin de compte que tout finit bien. Mais de base,
elle vit des choses dramatiques. Et donc justement, quand on parle donc de Cucendron, et donc de cette expression qui est reliée à l'enfant de cendre, eh bien on relie en fin de compte l'archétype de l'enfant de cendre du côté sombre des choses et pas du côté beauté des choses. Donc plutôt que je développe tout ça maintenant, on va d'abord poser une petite pause musicale. Et ensuite, eh bien, on reviendra pour découvrir dans le chapitre 1 Cendrillon et son origine. Donc, vous verrez l'origine de Cendrillon, d'où ça vient. Il y a une histoire centrale qui a existé en Grèce antique, je n'en dis pas plus. Après quoi, on développera toute la partie archétypale, psychologique, donc de ce conte, et astrologique, bien sûr. Et ensuite, on développera toute la partie sorcellerie, parce qu'il y a des choses à dire au niveau magie. Comme je vous ai dit en introduction, magicalement, il y a des choses qui se passent. Et puis après, on décodera la clé émotionnelle. Alors, comme d'habitude, vous le savez, j'ai un plan qui fait je ne sais pas combien de pages. Au moment où j'enregistre, j'ai encore pas fini d'étoffer mon plan. Donc, si ça se trouve, je vais en rajouter. J'en avais déjà une bonne dizaine, mais je pense que je vais encore en rajouter pas mal. Est-ce que j'aurai le temps de tout dire cet après-midi? Je ne sais pas. Et oui, parce que forcément, c'est pour ça que maintenant j'enregistre, parce que quand je passe à l'antenne, j'ai vu l'expérience il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, où je pouvais pas tout dire à l'antenne parce que forcément je m'étale. Et là, c'est plus concis. En tout cas, j'essaye de faire plus concis, mais tout est développé dans le plan. Et si vous voulez retrouver le plan, tous les cadeaux, notamment dans le OneDrive, il suffit de me contacter, donc c'est contact@radioantasia.fr ou alina@radioantasia.fr. Donc, il est temps maintenant à présent de se plonger dans le monde magique de ce conte et de se laisser guider par son cœur et les découvertes émotionnelles qu'il nous propose. J'adore ce dicton et vous allez l'entendre également dans ce conte. La bonne grâce est le vrai don des fées. La beauté vient toujours du cœur, soyez-en assurés. Bon voyage à tous, et comme le dit l'adage, attention au décollage, on y va. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien, on se retrouve pour le chapitre 1, Cendrillon, son origine. Donc c'est parti les amis. Cendrillon est l'un des contes de fées les plus célèbres dans le monde. L'histoire de Cendrillon a été transmise à travers les générations dans de nombreuses cultures, avec des variations dans les détails, mais conservant généralement le même thème central. L'origine de ce conte remonte à des siècles et traverse même différentes cultures. L'une des versions les plus documentées remonte à la Grèce antique, avec l'histoire de Rhodopis, une esclave grecque qui, selon la légende, a épousé le grand roi d'Égypte après qu'un aigle ait emporté sa pantoufle et l'ait déposée devant le roi. Rhodopis était une esclave grecque dont l'histoire est mentionnée pour la toute première fois dans les écrits de l'historien grec Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant notre ère. L'histoire de Rhodopis est très différente de la version plus connue de Cendrillon, mais elle partage certains thèmes fondamentaux. Et oui, selon la légende, Rhodopis était une jeune fille grecque qui avait donc été capturée et vendue comme esclave en Égypte. Elle a été achetée par Characox, un frère de la poétesse grecque Sappho, qui l'a libérée et épousée. L'histoire de Rhodopis est un événement qui a conduit à son mariage avec le grand pharaon d'Égypte. Alors qu'elle se baignait, un aigle a volé une de ses sandales et l'a transportée jusqu'à Memphis, où elle a fini par atterrir entre les mains du pharaon. Et oui, le pharaon, émerveillé par la beauté de la sandale et désireux de trouver sa propriétaire, a lancé une recherche dans tout le pays pour trouver la femme dont le pied correspondrait à cette sandale. Voyez donc ce passage de l'histoire comme étant celui qui a été inspiré par Perrault, puis les versions les plus récentes de ce conte. Une pantoufle volée, un pharaon, un roi, un prince épris d'une jeune femme, la recherche de cette jeune femme élue de son cœur, et vous avez la trame de base d'une histoire même que vous connaissez très bien.
Donc finalement, la sandale a été retrouvée par Characox. Eh oui, qui a reconnu sa femme et l'a ramenée auprès du pharaon. Impressionné par sa beauté et son histoire, le pharaon a offert à Rhodopis sa main en mariage, faisant ainsi d'elle une reine. Bien que l'histoire de Rhodopis partage quelques similitudes avec le conte de Cendrillon, notamment avec le thème de la chaussure, perdue bien sûr, et de la recherche de la véritable identité de la femme, il y a aussi des différences assez marquantes. Néanmoins, cette histoire antique a pu servir de source d'inspiration pour les versions les plus modernes du conte de Cendrillon dans d'autres cultures. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est le symbolisme autour de l'aigle qui sert clairement de messager ou même d'intermédiaire de l'amour, un peu comme peut le faire Cupidon. C'est grâce à cet aigle que le pharaon découvre cette merveilleuse sandale et grâce à lui qu'il peut en fin de compte trouver, comme le dit l'expression, chaussure à son pied. Peut-être que ça vient de là, qui sait. La version la plus célèbre et la plus influente du conte de Cendrillon est celle qui est racontée par Charles Perrault, que vous avez entendu tout à l'heure, dans son recueil « Histoire ou conte du temps passé », qui a été édité en 1697, et que vous aurez également en cadeau dans le OneDrive. Eh oui, mais attention, cette version est très très ancienne et écrite en français ancien, que l'on appelait à l'époque le vieux François. Donc comme le dirait l'expression d'antan, ça promet du bouillon, Mais en tout cas, moi j'ai adoré passer vraiment du temps à feuilleter ce conte-là en vieux François. C'est assez atypique, je dois dire. Donc dans la version de Perrault, Cendrillon est une jeune fille maltraitée par sa belle-mère et ses belles-sœurs, mais qui grâce à l'aide de sa marraine la bonne fée, assiste au bal royal où elle charme le prince. Elle doit donc quitter précipitamment le bal, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince, ensuite la recherche en utilisant cette pantoufle pour trouver celle qu'il veut épouser. Sachez cependant que la cendre est une matière poussiéreuse et propre. Et oui, résultant d'une combustion complète, alors que la vision donc de la cendre associée au conte, est transposée à l'escarabille, qui est une matière solide et sale, résultant d'une combustion incomplète. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais donc de Cucendron, de ce que la signification de Cucendron, donc de cette cendre de l'enfant sale, de l'enfant de cendre. Voyez bien la corrélation entre la réalité de la cendre, qui est donc une matière poussiéreuse et propre, résultant donc d'une combustion complète, alors que la version associée au conte est une transposition de l'escarabille, qui est donc une matière solide et sale, qui résulte donc d'une combustion qui est dite incomplète. Donc en fait, Cendrillon est la représentation même de la cendre qui est pas totalement complète dans sa combustion. C'est ce qui fait que symboliquement, la vision de Cendrillon, en tout cas de ce conte, montre une enfant, une jeune fille qui n'a pas totalement été validée au niveau de sa pureté. Vous vous rendez compte l'information là? Donc je suis totalement en symbiose avec ça quand j'ai découvert cette information. D'ailleurs, une information dont je vous ai laissé les sources dans le plan, qui développe beaucoup plus. Vous verrez, c'est un article qui développe vraiment plus cette information-là. Donc, je vous ai pas tout dit dans l'émission parce que c'est assez long, mais vous avez les grandes lignes. Et donc, on peut retrouver cette information sur fr-académique.com si jamais vous n'avez pas le plan et que vous entendez uniquement l'émission. Bref, je peux vous dire que quand j'ai appris en fin de compte l'origine donc de la cendre, qui est donc cette matière poussiéreuse et qui est censée représenter la pureté dans sa globalité, bien évidemment, de transposition complète de combustion, et que je me dis que Cendrillon, elle, est la représentation inverse d'une combustion qui n'est pas totalement complète, et là on se dit waouh, on a déjà des clés symboliques autour de ce conte. Et oui, qui est quand même la transformation et qui est quand même aussi autour de l'alchimie, et qui est donc une combustion intégrante de son âme pour pouvoir arriver à la pureté. Vous vous rendez compte? Rien qu'à cette petite subtilité-là, on a déjà des clés, et j'ai trouvé ça dingue. Continuons. Donc il n'y a pas que Charles Perrault qui a donc créé le conte de Cendrillon, il y a aussi une autre version bien connue de ce conte qui est celle des frères Grimm, qui a été donc publiée donc dans leur recueil
Contes de l'enfance et du foyer, donc publié en 1812. Et donc dans cette version, les éléments de la pantoufle de verre et de la marraine la bonne fée sont conservés, mais le récit est beaucoup plus sombre et inclut des détails tels que les sœurs de Cendrillon se multipliant pour essayer de faire tenir le soulier. Et notamment dans le conte des frères Grimm, il y a quand même des parties très très gore où elles se coupent carrément le pied pour rentrer dans la pantoufle de verre, quoi. C'est quand même beaucoup plus sombre et plus gore, quoi. Et au fil des années, donc, le conte de Cendrillon a été adapté dans divers médias, y compris des films, des pièces de théâtre et même des livres pour enfants. Et cette donc histoire continue de captiver les lecteurs et les spectateurs du monde entier grâce à ces thèmes intemporels qui sont, la bonté, la persévérance et la récompense, donc, du juste. J'ai d'ailleurs en mémoire une réplique qui me touche particulièrement concernant Cendrillon et qui reste gravée en moi comme une marque indélébile qui est « N'oubliez jamais que la bonté vient du cœur. Sois honnête et courageuse, ma chérie. Car il y a bien plus de gentillesse en toi que tu ne pourrais le croire et c'est source de pouvoir, j'ai des frissons, source de pouvoir et de magie. Sois honnête et courageuse, mon enfant. » Ces mots résonnent en plein dans mon âme. Être honnête et courageux. En fait, à mes yeux, c'est l'un des symboles les plus intenses qui soit. Je ne l'avais pas perçu étant enfant, mais quand on est plongé à ce point-là dans un dessin animé, un film, un univers, on est happé par l'atmosphère, par le message inconscient que nous révèle cette histoire. Pour information, le conte de Cendrillon est un des rares dont l'histoire peut être retracée également de façon détaillée grâce aux très très nombreuses recherches qui s'y sont menées. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dès 1879, William Ralston a publié une étude comparative des versions de Cendrillon auxquelles il avait accès. Et il y a une toute première étude exhaustive du sujet qui paraît en 1893. Et donc, dans une œuvre magistrale de Marianne Roalf Cox, il recense 345 variantes de Cendrillon et d'autres contes apparentés qui regroupent en fin de compte les variantes dans 5 sous-catégories. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Et il s'agit donc de la plus ancienne étude visant l'analyse de l'ensemble des textes connus d'un conte représenté dans le répertoire international. C'est quand même un conte qui est représenté dans énormément de pays. Et c'est ça que je trouve fou, en fait. C'est que il y en a quand même pas mal des contes qui sont représentés dans plein de pays. Mais celui-ci, ce conte-là, est une dinguerie. Une dinguerie sans nom. Parce que vous imaginez 345 versions de Cendrillon dans plein de pays, avec des sous-catégories, autant de sous-catégories qui retranscrivent, en fin de compte, l'étude et l'analyse complète de tous les textes connus de ce conte. Vous vous rendez compte ou pas? Donc, c'est énorme. Et en plus, sachez-le, ce que je vous explique là, c'est un extrait que l'on retrouve également dans un PDF qui se trouvera dans le OneDrive. Et oui, je vous ai dit, je vous offre plein de petits cadeaux. C'est comme ça, c'est la vie, c'est merveilleux. En gros, la majorité des contes de Grimm sont des contes alchimiques, comme vous le savez. Et il existe, une vidéo de Patrick Burentenstein. J'ai beaucoup de mal à dire son nom de famille. Burensteinas. Waouh, ça y est, yeah! J'y suis arrivée. Burensteinas, qui s'appelle Blanche-Neige, Cendrillon, qui sont donc des contes alchimiques que je vous invite à écouter et qui est vraiment une vidéo passionnante. Vous verrez, retranscrit plein de choses. Et dans cette vidéo, on peut découvrir notamment ceci. Les oiseaux et les animaux ont un énorme message symbolique dans le conte de Cendrillon. Notamment les oiseaux qui aident Cendrillon de se défaire de la cendre sur ses vêtements afin de séparer la matière du spirituel de l'être pour lui permettre de trouver la quête du bonheur. Vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous racontais sur les cendres? Là, il y a encore une corrélation avec ce symbolisme-là. Je vous disais qu'il y a de l'alchimie dans ce conte, c'est une certitude. Il y a de l'ésotérisme, il y a de la sorcellerie, c'est une certitude, il y a de la magie, c'est une certitude. Et en fait, pour résumer l'alchimie, on transforme le plomb en or, on transforme l'ombre en lumière.
Voilà, on a tout dit. Et je trouvais ça juste dingue. Voilà, juste dingue de se dire que les oiseaux, donc les animaux, est-ce que j'aurai le temps de vous parler des animaux parce qu'il y en a plein. Vous voyez comment je suis excitée? Bref, on va faire une petite pause musicale et on va passer au chapitre 2 qui est donc l'archétype, bien évidemment, concernant, et le symbolisme, archétype et psychologie concernant Cendrillon, parce que je pense que je vous ai dit déjà plein de choses là tout de suite. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve pour le chapitre 2. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien, nous sommes de retour, mes très chers enchanteurs, pour le chapitre 2. Archétype, symbolisme, psychologie et astrologie. Titou Kenti, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer déjà par Cendrillon. Alors, on appelle Cendrillon la protagoniste et la belle-mère l'antagoniste, qui est donc forcément bien son contraire. Bien évidemment, le personnage principal c'est Cendrillon et son némésis, sa némésis, c'est la belle-mère. Si on prend la belle-mère, sa némésis, c'est Cendrillon. Je vais vous expliquer tout ça. Au niveau de l'archétype, eh bien, Cendrillon incarne celle de la jeune fille qui est opprimée et maltraitée par sa famille. Elle symbolise également la gentillesse, la beauté intérieure et la pureté. Et son voyage est donc celui de la transformation qui passe donc de la servitude à la royauté. Vous vous rendez compte qu'elle passe de servante à princesse qui deviendra reine plus tard. Grâce justement à une aide, mais divine, qu'elle reçoit pour pouvoir évoluer dans le bon chemin, qui est celle de la pureté, bien évidemment, et donc de l'incarnation royale du terme. Alors que la belle-mère, donc la marâtre de Cendrillon, représente, elle, l'archétype dit de la méchanceté et de la jalousie. Il n'y a pas plus cruel que la belle-mère de Cendrillon, pas plus égoïste, pas plus avide de pouvoir. Alors s'il y a peut-être dans la belle au bois dormant la méchante belle-mère aussi, non, la méchante fée dans la belle au bois dormant. Non, je crois que c'est sa belle-mère aussi, je crois de mémoire. Décidément, vous vous souvenez de ce que je vous racontais dans Blanche-Neige? C'est souvent des belles-mères qui sont méchantes, méchantes, jalouses, avides de pouvoir, limite des sorcières. C'est marrant, ces corrélations quand même dans certains contes où on retrouve toujours cette marâtre, cette belle-mère qui est jalouse de sa belle-fille. Et vous vous souvenez de ce que je vous avais raconté dans Blanche-Neige? Je trouve ça dingue en fait qu'on parle tout le temps de belle-mère, alors qu'en fin de compte on devrait plutôt parler donc de la femme, la corrélation avec la femme quand elle devient mère, qu'elle soit belle-mère ou la mère naturelle. Et là on retrouve à peu près la même chose dans son symbolisme. C'est effectivement la belle-mère représente l'archétype de la méchanceté dans puissance 1 million. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi fait-elle ça à Cendrillon? Et donc forcément il y a un conflit qui se crée et qui rend toute la trame de l'histoire. Cendrillon, sans l'arrivée de cette belle-mère et de ses demi-sœurs, eh bien, sans l'arrivée de ces personnages-là, Cendrillon ne peut pas connaître l'endurance de la sombrerie. Elle a grandi en étant entourée d'amour par une mère qui l'a aimée plus que tout, un père qui l'a aimée plus que tout, et elle se retrouve à vivre avec cette nouvelle femme et ces deux filles-là qui sont totalement à l'opposé de ce qu'elle a connu étant toute petite. Et à la mort de sa mère, son père se remarie avec cette femme. Pourquoi le père choisit une femme pareille en fait? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pourquoi le père choisit une femme pareille? Mais là, donc, passons maintenant à l'archétype des sœurs de Cendrillon. Ce qu'on appelle les antagonistes secondaires. Et oui, parce que les sœurs de Cendrillon sont généralement des archétypes qui sont en relation avec des personnages un peu plus comiques. Vous voyez, c'est vrai qu'elles ont vraiment un côté très très loufoque, qui est complètement à l'opposé de Cendrillon aussi dans leur manière d'être. Cendrillon est quand même quelqu'un de très discrète, créative, sensible, très sensible, alors que ses demi-sœurs, elles sont mais
totalement, ou à Enemies to Fly. On les entend, elles s'imposent, elles sont présentes tout au long forcément du conte. On voit qu'elles sont là, elles existent, elles montrent qu'elles existent, elles veulent montrer qu'elles existent. Vous voyez là aussi la similitude dans leur personnalité. Donc quand vous avez des gens qui se montrent autant, ça révèle aussi forcément quelque chose de plus profond à l'intérieur. Ces personnages-là, dans leur manière d'être, ont besoin de montrer qu'elles existent et elles ont besoin d'amour, en fait, tout simplement. Et forcément, elles ont besoin d'amour parce qu'elles ont elles-mêmes une mère qui est vraiment très particulière. Donc, elles essayent d'exister comme elles peuvent, et en même temps, il y a beaucoup de comiquerie. Je sais pas si son existe de comiquerie. Enfin bref, il y a beaucoup de côtés un petit peu loufoques et comiques dans les passages des Nuits-Sœurs que je trouvais assez intéressantes en fait à aborder dans cette émission-là. Donc je vous inviterai à tester, à aller chercher les passages comiques dans le conte, ou alors dans le dessin animé si jamais vous voulez pas lire le conte, ou alors dans le film de Disney, ou même dans toutes les versions de Cendrillon que vous trouverez. Voyez vraiment la manière d'être des Nuits-Sœurs, vraiment. Et voyez la différence entre Cendrillon et les demi-sœurs, quoi. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est un truc de fou. De toute façon, dans tous les personnages, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment les deux opposés. On voit vraiment visuellement et émotionnellement comment ça pourrait se passer quand on met ensemble des gens qui n'ont pas du tout la même éducation, la même manière d'être, les mêmes traumas aussi, dans une même famille. On se rend vraiment compte de ça. Et je trouvais ça assez intéressant à mettre en avant. Et donc, qu'est-ce qu'elles font les demi-sœurs ? Elles se moquent de Cendrillon, très souvent. Et elles lui rendent la vie, mais encore plus misérable. Elles s'en servent comme de punching ball, en fait, en gros. Et ça, on retrouve ça aussi, pas simplement que dans des demi-sœurs, mais on retrouve ça un petit peu partout dans nos familles, que ce soit des cousins, des cousines, des tontons, des tatis, des voisins, des amis. On a toujours des gens comme ça qui sont là en train de se moquer de nous, sont en train de se moquer de la personne que nous sommes, parce que nous sommes différents d'eux. Et à partir du moment où nous sommes différents d'eux, eh bien, des moqueries peuvent se mettre en place. Pourquoi ? Parce que la différence, encore une fois, je le répète jamais assez, mais être différent des autres fait souvent peur parce que on n'a pas l'habitude de ça, et donc on a des manières de s'exprimer, de montrer des choses. Alors je suis pas en train d'excuser les gens qui sont sombres et qui font vivre des choses sombres à des gens différents d'eux. Je suis pas en train d'excuser ça, mais j'essaye moi de percevoir des clés émotionnelles et psychologiques pour essayer de comprendre pourquoi ces gens-là ont de tels comportements. Je pars du principe que plus quelqu'un va être sombre avec quelqu'un d'autre, mais dans sa manière basique, à dire des méchancetés, à faire véhiculer des méchancetés sur autrui, ne serait-ce que ça, vous voyez, je comprends pas pourquoi les gens font ça. Mais en même temps, je me dis, ce sont des gens qui sont atrocement malheureux. On peut avoir chacun des complexités qui s'opèrent dans nos vies, mais faire vivre ça à l'autre, parce que nous-mêmes on est malheureux, ça c'est pas juste, en fait. Et c'est vraiment ce que vit Cendrillon là. Là, vraiment, elle est entourée de gens malsains. Elle est entourée de gens malsains qui lui veulent du mal, qui se servent d'elle, qui la rendent plus bas que terre, ils essaient de la rendre malsaine, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible d'être comme elle, en fait. Qu'est-ce qu'elle a qu'ils n'ont pas? Vous voyez, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il faut vraiment prendre de la distance et de la hauteur avec tous les personnages, en tout cas du centre familial, j'entends. Et vous verrez tout à l'heure, je vais développer le père, parce que pour moi le père c'est juste une dinguerie sans nom. Le père c'est une dinguerie sans nom. Moi je serais père, je me serais jamais mis avec une femme pareille. Pourquoi il s'est mis avec une femme pareille? Je reste encore bloquée là-dessus, mais je vous en parlerai plus en détail. Mais c'est vrai que c'est assez dingue de se rendre compte que cette demoiselle, la gentillesse, la bonté, il y a tout qui symbolise la pureté de l'âme en fait. Pourquoi on lui fait vivre autant de dingueries? Pourquoi, dans sa propre maison, elle devient carrément la servante, quoi? Et pourquoi elle accepte? Parce que c'est ça aussi. Pourquoi elle accepte? Et c'est à toutes ces questions-là qu'il faut se poser quand on pense à la psychologie, à l'archétype et au symbolisme de Cendrillon. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que ces messages-là. Elle accepte d'être la servante dans sa propre demeure. Et son père ne dit rien. Son père ne dit rien. Il laisse faire. Il laisse faire.
il est limite, lui aussi une serpillière, à part rapporter l'argent pour que sa nouvelle femme et ses nouvelles filles, et sa fille aussi, entre guillemets, puissent avoir une vie convenable. Lui, il fait que bosser, qu'en fait. Il fait que bosser, et puis il meurt, et puis c'est tout, et puis il ferme sa bouche. C'est un père absent, quoi. On se demande même si il est conscient que sa nouvelle femme est une folle. Totale. Et elle est totalement à l'opposé de la femme qu'il a aimée précédemment et qui est morte de maladie. Vous voyez? Donc tout ça, c'est vraiment des clés qu'il faut percevoir dans ce conte que je trouve complètement hallucinant. Et vous verrez dans quelques minutes, je vais vous expliquer un petit peu plus de choses. Et notamment, on va d'abord développer le prince charmant, qui est, à mon sens, le héros. Voilà, c'est le héros, l'un des héros, parce que l'héroïne, bien sûr, c'est Cendrillon, mais pour moi, le prince charmant, c'est le héros, c'est le sauveur, en fait. Tout comme la marraine la bonne fée, c'est la sauveuse. Et heureusement que Cendrillon a des gens bons autour d'elle, et qu'elle est, elle est protégée par sa bonne étoile, parce que, bien évidemment, sans la bonne fée, sans le prince charmant, Cendrillon, elle finit râler pâquerette, quoi. Elle finit râler pâquerette. Et donc, à mes yeux, le prince charmant, oui, comme je vous ai dit, représente l'archétype du sauveur et du héros. Et forcément, on a aussi une corrélation qui revient dans beaucoup de contes et d'histoires, que ce soit dans la fantasy ou autre, mais en tout cas dans les contes, on retrouve beaucoup l'archétype du héros comme étant l'archétype du noble, en fait. Le vaillant, noble et courageux guerrier, soldat, prince qui est là pour sauver la femme de sa vie, la femme qu'il aime, et trouver surtout l'amour véritable. Et son objectif, bien sûr, est de retrouver Cendrillon. Il a été totalement envoûté par cette jeune fille, par sa bonté, par son charisme. J'ai des frissons. Alors que elle est née de la simplicité même des choses. Vous voyez, la simplicité même des choses. Là, je vous donne des mots, des mots très très importants, parce que on a tendance à penser que quand on parle de royauté, tout de suite, oh là là, la royauté, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est vivre dans des châteaux. Mais en fait, c'est pas du tout ça, le symbolisme royal. C'est la gentillesse, la pureté, la simplicité. C'est ça, avoir un cœur royal, avoir un cœur noble. Vous voyez? Et c'est ça le symbolisme de la noblesse. C'est d'avoir de la pureté, d'avoir de la servitude, d'avoir toute cette bonté, cette générosité naturelle, de faire de tort à personne, d'avoir conscience que autour de nous il y a des gens bons et des gens moins bons, bien sûr, mais c'est ça en fin de compte la noblesse du cœur. Et je trouve que dans ce conte, en fait, on ressent vraiment l'archétype énorme, le symbolisme énorme de la noblesse du cœur. Et je trouve ça très très beau. Voilà. Et donc forcément, ce prince, il représente l'archétype même donc de l'homme courageux, de l'homme désireux de trouver l'amour véritable, et surtout de sauver entre guillemets, parce qu'il ne le sait pas encore quand il rencontre Cendrillon, mais il rencontre la pureté même, la pureté incarnée dans son monde, quoi. Donc comment il ne peut pas être captivé par cette bonté, cette beauté, cette générosité. Après coup, il y a aussi l'archétype de la marraine, la bonne fée, qu'on pourrait également appeler le mentor. Et oui, le mentor, oh là là. Quand on parle de mentor, la bonne fée, comme je vous ai dit, Cendrillon, elle est protégée. Elle a une marraine, elle a une fée qui prend soin d'elle et qui est là lors des moments les plus difficiles, quand elle croit plus en rien. Quand vraiment là, c'est plus bactère, elle a été vraiment malmenée comme pas possible. Je veux dire, elle veut aller au bal juste pour revoir ce jeune homme qu'elle a rencontré. Elle sait même pas que c'est le prince. Elle n'imagine même pas une seule seconde à son niveau que ça peut être le prince qu'elle ait rencontré dans la forêt. Vous imaginez le truc? À aucun moment, elle se dit, moi, Cendrillon, je vais devenir une princesse, je vais devenir une reine. Non, 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 non. Ce qu'elle veut, c'est retrouver ce jeune homme qu'elle a rencontré et dont elle est tombée amoureuse, tout simplement. Et là, on l'empêche d'aller au bout de son souhait, justement d'aller à ce bal et de voir ce jeune homme qui se trouve être justement le prince, comme vous le savez. Mais encore une fois, il y a un symbolisme fort autour du fait qu'elle est tellement pure que même dans sa manière d'aborder l'amour, elle est pure.
j'ai des frissons, c'est tellement beau. Enfin, je trouve que ce conte est magnifique. Enfin, c'est l'un des plus beaux contes. Je vais pas arrêter de le lire pendant tout le long de l'émission, mais c'est le conte dans lequel je me suis le plus émerveillée à découvrir autant de beauté, de symbolisme autour des archétypes, de la psychologie, de l'astrologie. J'ai adoré. Bref, je continue parce que là, je m'étends. Mais voilà, franchement, je vis à 1000% ce conte et tous les messages qu'il transmet. Et cette marraine la bonne fée, ce guide qui est là, cette lueur d'espoir qu'elle a toujours eu en elle, eh bien, arrive et bim. Voilà, elle transforme son destin, elle transforme sa destinée. Pour vous dire à quel point son rôle est crucial pour la transformation de Cendrillon. Et là, on voit un accomplissement de son destin qui se met en place, qui est juste magnifique. Elle se transforme en princesse. Bien sûr, c'est dans la visualisation, etc., le symbolisme. On dit pas que c'est une princesse, etc. Mais dans la manière d'aborder les choses, au niveau des symboles, c'est vachement beau, en fait. Elle a trouvé son guide, elle a trouvé son mentor, elle s'est enfin incarnée sur Terre pour pouvoir l'aider, en fait. Et je trouve que ça montre aussi la magie du cheminement que l'on a également dans notre vie, dans la manière de vivre la magie dans notre vie. À partir du moment où on incarne également cette marraine la bonne fée dans notre quotidien pour les gens autour de nous, eh bien, on incarne également la manière de transformer les gens autour de nous, comme peut le faire la marraine la bonne fée pour Cendrillon. Et donc, pourquoi pas, eh bien, permettre l'accomplissement du destin et de la destinée des gens qui nous entourent. Alors, pourquoi être malsain? Pourquoi être mauvais? Pourquoi être aussi sombre et néfaste pour les autres? Vous voyez? À quoi ça sert? Il ne faut pas. Et non! On fait un travail d'abord sur soi, et après coup, on devient mentor. Et on aide les autres. Parce que la marraine la bonne fée, dans ce conte, elle représente l'archétype même de ce qu'est réellement un mentor. Elle n'est pas là pour faire du tort à Cendrillon. Elle est là pour lui apporter toute la magie dans sa vie, pour faire en sorte qu'elle évolue et qu'elle aille même au-delà de tout ça, qu'elle soit même au-dessus de ce que la marraine la bonne fée peut être. C'est ça le mentor. Le mentor, il est là pour vous guider, mais surtout pour vous permettre d'aller encore plus loin que ce que lui a pu aller. Vous voyez? Il n'est pas là envieux et jaloux, parce que vous avez pu évoluer plus que lui. Au contraire, il est super fier et content de voir ça. Et la marraine la bonne fée représente à mes yeux vraiment toute la magnificence, la magie de ce que peut représenter un guide dans la vie de quelqu'un. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est une étoile, elle brille, et elle est là pour apporter, mais vraiment le bonheur à sa protégée. C'est aussi un petit peu ce qu'on pourrait voir dans les esprits guides, par exemple, ou les anges gardiens, comme nous les explique un petit peu Yabiyoum dans ses émissions et ses chroniques. Vous voyez? C'est une esprit incarné, la marraine la bonne fée. C'est une fée. Donc vouloir devenir une fée dans ce monde, c'est vouloir symboliser tout ça. Et donc forcément, une fée, elle ne peut pas donner de tort aux autres, elle peut pas faire de tort aux autres. Même si des fois c'est très difficile, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour apporter du bonheur aux gens. Et quand elle choisit une personne vers qui elle veut vraiment faire évoluer la vie de cette personne-là, donc être son mentor, son guide, et qu'elle choisit une personne en particulier ou des personnes en particulier, elle n'est pas là pour l'assommer, elle n'est pas là pour la rendre plus bactère. Et c'est pour ça que je trouve que, pour moi, la marraine la bonne fée, c'est oh my God, quoi. C'est l'incarnation même de la pureté par excellence de la magie. Voilà. Si on a une marraine la bonne fée dans notre vie, mais c'est que du bonheur, quoi. On est sûr que notre destin est tout tracé. Voyez? Malgré les difficultés. Et quelque part, c'est aussi un petit peu, à mes yeux, la représentation de l'espoir. Et je trouve ça tellement beau. La fée, c'est la représentation de l'espoir. C'est celle que vous ressentez quand vous êtes vous sentez pas bien et que au fond de vous il y a de l'espoir qui continue à être là. Il y a quand même cette étoile, il y a quand même cette lumière à l'intérieur de vous, même si tout va très mal dans votre vie, il y a quand même cette lumière qui vous dit après tout ça le soleil va revenir. Je le sais que le soleil va revenir. Tout va bien se passer. C'est qu'un mauvais moment à passer. Vous voyez, c'est ça à mes yeux la représentation de la marraine la bonne fée aussi.
Et je trouve ça magique. Pour ça que je vous dis que dans ce conte, il y a un énorme symbolisme autour de cette étoile qu'incarne la bonne fée. Et donc de la magie. Et pour moi, Cendrillon est juste bien protégée. Elle n'est pas consciente, mais elle est bien entourée, malgré le fait d'avoir une famille très nuisible et très morbide. Et non, c'est un mélange d'ombre et de lumière. C'est totalement ça. Ombre et lumière à la fois. Et c'est juste énorme. Alors, en astrologie, Cendrillon représente l'archétype de la Vénus en Vierge. C'est la soubrette. C'est un placement très particulier. C'est un placement que j'ai, moi, personnellement, dans mon thème. Donc, je le connais très, très bien, parce que je le vis au quotidien depuis mon plus jeune âge. Et, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'archétype de la Vénus en Vierge. Donc c'est la soubrette, donc c'est l'esclave qui est dans sa propre maison, mais son pouvoir, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est celui de l'espoir. Tant qu'elle conserve l'espoir, l'archétype, donc de ce placement, eh bien, tout peut arriver en fait. Tout ira bien, même si tout va mal, il y a cet espoir, il y a cette étoile à l'intérieur d'elle qui ne se déconsume pas, qui ne se consume pas, il reste ancré en elle. Et en conservant sa bienveillance, son courage, eh bien, elle réussit à se libérer et à se transformer et à faire transformer sa vie. Et le but de ce placement dans un thème est d'arriver à comprendre, eh bien, que l'on peut être une personne dévouée, mais qu'il faut aussi, et avant tout, savoir exister et s'aimer à travers ses propres yeux et non à travers les yeux des autres. Parce que c'est souvent ça. Ce sont des gens qui s'oublient beaucoup, parce que forcément, ils se donnent aux autres, ils se donnent à leur propre famille, ils se donnent à leurs amis, ils se donnent à leurs collègues, ils se donnent constamment. Et ils s'oublient beaucoup. Et même penser à eux, c'est être égoïste à leurs yeux. Et c'est compliqué émotionnellement à vivre au quotidien, parce que quand on pense à soi, on peut plus penser aux autres de la même manière et on se sent mal de penser à soi. Et d'ailleurs, il y a des gens malsains autour de soi dans ce placement que l'on vit au quotidien qui nous rappellent, qui nous font mal. Et qui essayent justement de toucher la corde sensible en nous faisant croire en fait que on pense qu'à soi, qu'on est égoïste, alors qu'on passe notre temps à penser aux autres. Voyez ? Et donc c'est très compliqué de vivre un placement pareil dans un thème, parce que forcément, eh bien, on a très peu confiance en nous. Alors que le but quand même, c'est d'avoir confiance en nous et de faire sublimer la chose et de penser à soi et de montrer qu'on existe, mais pas à travers les yeux des autres. À travers ses propres yeux. C'est s'aimer, en fait. Vraiment arriver à s'aimer. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, l'archétype de Cendrillon, avec cette cendre qui est pas totalement épurée, eh bien, il faut qu'elle épure cette cendre pour qu'elle devienne pure. Et au bout de ce chemin, quand la cendre sera totalement pure, eh bien là, elle va trouver l'apothéose. Et elle trouvera quoi qu'il en soit l'apothéose, parce que Cendrillon, elle est protégée, elle a l'espoir en elle, et que quoi qu'il se passe, elle sait que sa vie finira toujours bien. Voyez, l'espoir. Donc, gros symbolisme autour des cendres, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas pour rien. Forcément, dans le conte, on montre bien une combustion incomplète du personnage et donc une vision d'une enfant sale, une guenille, une petite souillon, une Cucendron, une Cendrillon. Et donc une tendance à s'effacer et à se saboter en ignorant ses propres besoins et désirs d'évolution. C'est ce que l'on appelle le complexe de Cendrillon en psychologie. Et oui, ça existe, hein. Comme il y a le complexe de Peter Pan, eh bien il existe également en psychologie, eh bien le complexe de Cendrillon. Et forcément, c'est juste hallucinant. Quand j'ai découvert ça, je ne savais même pas que ça existait. C'est en faisant des recherches sur la psychologie autour de Cendrillon que j'ai appris ça. Et en gros, ça nous dit ceci. Ce que j'accorde et j'inflige aux autres se retranscrit de la même manière à ce que j'accorde et j'inflige à moi-même. Donc c'est une histoire de miroir, encore une fois. Si j'accorde le fait que l'on dise de moi que je suis mauvaise, que je suis sombre, que je suis tout ce que vous voulez, que je ne suis bonne qu'à lessiver le sol, que je suis qu'une soubrette, une souillon, une guenille, tout ce que vous voulez, bien, ça montre que c'est ce qu'on ressent au fond de soi. Et donc, on l'accepte, on l'accueille. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais, mais pourquoi Cendrillon accepte tout ça? D'être, justement, un employé dans sa propre maison. Et bien parce qu'en fin de compte, elle a l'archétype
donc du complexe de Cendrillon dans sa propre psychologie. Et donc pour apprendre à s'enlever de ça, il faut pas mal de courage, je peux vous dire, de ténacité et surtout garder espoir, quoi. Alors, conserver sa bonté, sa générosité, sa bienveillance, c'est la base, en fait. Et surtout, penser à soi et apprendre à s'aimer, notamment. Et donc, Cendrillon va apprendre à s'aimer. Et c'est ça qui est beau. Et souvenez-vous, dans le conte que nous avons entendu tout à l'heure, on nous développe aussi les personnalités des personnages. À un moment donné, enfin on arrive au père, on nous parle du père de Cendrillon. Et dans cette version de Charles Perrault, on voit son père qui est soumis aux exigences de sa nouvelle épouse et de ses 2 belles filles, laissant sa véritable enfant vivre un vrai calvaire dans leur propre demeure. Eh bien, là, on va parler de la psychologie du père, et on voit bien qu'il y a un souci quand même. Ouais, on voit bien qu'il y a un élément important en matière de psychologie lorsqu'un père n'a pas sa place dans la maison et que sa femme prend ainsi le contrôle total et le pouvoir sur la famille. Il y a une sorte de déséquilibre qui s'opère, non seulement dans la relation entre le couple, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi dans la manière d'éduquer, les enfants. Il doit toujours y avoir une certaine harmonie, du respect au sein d'un couple, qu'ils aient ou non des enfants. Un couple, il y a une harmonie. C'est-à-dire, il y a un respect mutuel. On fait des concessions, mais mutuellement. Quand on s'aime, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de guerre entre l'un et l'autre. C'est un amour fusionnel, sain, positif. À partir du moment où il y a de la haine, de la jalousie, de l'envie, tout ce que vous voulez, il y a un problème. Et donc, pour qu'une famille, en tout cas dans ce conte, on le perçoit bien, pour qu'une famille puisse vivre en harmonie, il faut qu'il y ait une harmonie au sein du père et de la mère, dans tous les cas. Une mère ou un père trop absent ou effacé peut aussi effectivement rendre un déséquilibre émotionnel dans l'évolution de la psyché de l'enfant. Et dans le cas de ce conte, c'est la soumission du père face à cette méchante belle-mère, donc cette nouvelle femme, qui rend Cendrillon si docile et se laissant ainsi devenir une employée de maison dans sa propre demeure. Et l'analyse psychologique des personnages permet une véritable lumière, je trouve, sur les différents schémas familiaux qui continuent de perdurer même aujourd'hui à notre époque. Et je pense, entre autres, que c'est pour ça, en fin de compte, que ce conte reste et restera toujours d'actualité dans notre monde moderne. Vraiment, parce que on voit tous les archétypes possibles dans la manière dont l'homme, la femme, les enfants peuvent se comporter quand il y a des équilibres au sein du couple. En fait, tout simplement. Le père est absent, il est tout en voyage, il est là que pour amener de l'argent au sein du foyer et limite, il est même pas présent pour la vie familiale. Donc comme je vous disais, il y a une énorme partie autour de la psychologie des contes, issue donc d'un article que je vous ai déjà cité tout à l'heure. Je vous ai remis encore une fois le lien dans le PDF, mais on nous montre quand même une vision assez particulière de la femme, notamment, dans toutes ses subtilités. Vraiment, il y a plein de subtilités de la personnalité de la femme dans ce conte, qui est assez dingue. Et ce qui est très marrant aussi, c'est qu'on voit 2 Cendrillons. Il y a une Cendrillon simple, limite sauvage, limite farouche, et une autre d'une beauté sans égale, qui incarne la richesse, la profondeur, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez la différence entre ces deux, qui est la même femme, mais on voit 2 visions vraiment complètement à l'opposé. Et pourtant c'est la même femme. Donc ça pourrait aussi représenter la manière dont la femme est perçue aussi en société, en famille notamment, quand elle devient mère, quand elle est jeune fille, qu'elle devient femme, qu'elle devient mère. Vous voyez, il y a plein de similitudes autour de tout ça, je trouve. Bon, on va parler maintenant un peu plus d'astrologie et je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti au niveau de mes recherches en astrologie et au niveau des personnages. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure du placement donc de la Vénus en Vierge. Bien évidemment, vous l'aurez remarqué, Cendrillon représente l'archétype de la Vierge sans hésiter, Donc on l'associe à la Vierge, pourquoi ? Parce que, en tout cas moi je l'associe à la Vierge, pourquoi ? Parce que pour moi elle incarne la pureté, la modestie, le dévouement et surtout le dévouement au travail. Elle est humble notamment, elle travaille avec acharnement et c'est vraiment ce qu'on distingue de différent par rapport aux autres personnages.
Et souvent, on associe au niveau de l'archétype donc et de la personnalité de la Vierge, on l'associe souvent à la notion de service qui correspond également au rôle que Cendrillon a dans ce conte en tant que servante. On passe maintenant à la belle-mère, les amis. La méchante belle-mère. Et là, bien forcément, on l'associe au Scorpion. En tout cas, c'est mon cas. Donc cette marâtre peut être vue au niveau donc du Scorpion. Pourquoi ? Eh bien, elle est souvent associée au niveau du personnage à la jalousie, au contrôle, à la manipulation. Donc tout ce qui est un petit peu sombre, vous l'aurez bien compris. Et comme le Scorpion, eh bien la belle-mère peut aussi en fin de compte utiliser des moyens sournois de manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, et même au détriment des autres. Et c'est à ça, en fin de compte, que l'on peut associer le Scorpion. Souvent, le Scorpion est mal vu par rapport à tous ces symbolismes autour de cette personnalité-là, mais c'est souvent un Scorpion mal aspecté, en fait. Quand il a des planètes très très sombres, dures, des planètes lourdes, en fait, de sens, comme peut l'être Pluton, par exemple, ou même Saturne, sont des planètes assez difficiles, ou même Mercure, ou même Uranus aussi. On peut associer à Uranus, un mauvais placement d'Uranus en Scorpion, avec une problématique de cet ordre-là. Bien sûr, vous avez des carrés. Dans un thème, plus vous avez de carrés, plus vous avez de nœuds, plus c'est complexe. Donc, pour le protagoniste de ce thème, et forcément, plus vous avez aussi de Scorpion dans votre thème, plus vous allez devoir jouer et essayer de comprendre ce qui anime l'intérieur de vous, en fait, toutes les émotions qui vous animent. Et l'archétype de la belle-mère, c'est vraiment un Scorpion pour moi qui, pour moi, je l'associe vraiment à un Scorpion en Pluton. Je crois que c'est vraiment un Scorpion en Pluton. Alors je suis pas encore très à l'aise en maison, donc je peux pas vraiment là instinctivement vous dire dans quelle maison elle pourrait être associée, mais ouais, je la vois bien en Pluton, avec un Scorpion en Pluton, en fait, avec des carrés à la Lune notamment, même je dirais même des carrés au Soleil. Même à Vénus, je peux vous dire, même à Vénus. Donc, je vois tout ça, je ressens tout ça quand je pense à la belle-mère de Cendrillon. On passe maintenant au prince charmant. Eh bien, comme dans le conte de Blanche-Neige, souvent les princes charmants, je remarque dans les contes, ont souvent l'archétype du lion. Et comme le lion, eh bien, il est noble, il est fier, il est courageux. C'est ce qu'on voit souvent dans l'archétype du prince ou de la royauté. On les associe souvent au lion, à la lumière, au roi soleil, tout ça. Ils aiment être le centre de l'attention, comme les lions. Ils cherchent souvent à protéger ceux qui leur sont chers, comme les lions. Leur désir, en tout cas, son désir à ce prince est de trouver l'amour véritable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et sa quête a été de retrouver Cendrillon, qui reflète également des traits qui sont associés au lion, mais au moment où Cendrillon devient la princesse. Vous voyez, avant, elle est la Vierge. Mais vraiment, sous toutes ses formes, elle est la Vierge, et en devenant cette princesse, en incarnant cette princesse, cette noblesse du cœur, elle devient le lion, quoi. Elle peut devenir le lion, et elle se tend à devenir le lion, en fait. Le lion a aussi des aspects qui reflètent la passion et la détermination. Donc ça peut aussi avoir une bonne fusion pour un prince charmant pour ce conte. C'est mon ressenti. Après, si vous y connaissiez aussi en astrologie, il faut pas hésiter à donner vos ressentis. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous faites ? Essayez d'associer les personnages à un archétype de signe, ou même de placement de planètes, par exemple. Et je trouve que c'est un travail très intéressant quand on s'intéresse à l'astrologie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'essayer de percevoir la personnalité d'un personnage et essayer de l'associer à un signe qui existe, ou alors l'associer à un placement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Forcément, comme je le connais bien, ce placement de Vénus en Vierge, c'est plus facile. Donc on le voit de suite, en fait. Il saute aux yeux. Va-t-on dire. Maintenant, on passe à la marraine de la bonne fée. Alors,
je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, qu'est-ce que je l'aime, cette marraine la bonne fée, c'est le personnage magique de l'histoire, et quel signe est aussi magique dans tous les signes astrologiques. Le signe le plus magique qui soit, c'est le Sagittaire. C'est le signe bénéfique par excellence. C'est le signe de l'étoile. C'est le plus beau signe qui puisse exister sur tous les signes astrologiques. Donc, à mes yeux, si je devais associer la bonne fée à un signe, je l'associerais donc au Sagittaire. Donc, vous voyez quand même, Vierge, Scorpion, Lion, Sagittaire, ça donne quand même des subtilités autour des personnages qui sont assez intéressantes, je trouve, à décortiquer. Alors pourquoi le Sagittaire? Parce que alors déjà Sagittaire c'est un signe de feu, hein, comme le Lion, mais surtout le Sagittaire, il est quelqu'un de très sage de base. Alors il est plutôt assez fougueux dans sa manière d'aborder la vie. Il aime l'aventure, il aime les risques, mais ce sont toujours des risques assez bien construits, va-t-on dire. Il fait pas les choses par hasard, même s'il semble avoir une certaine fougue, le Sagittaire, c'est un signe bénéfique. Donc forcément, tout ce qu'il il maîtrise en fait, il maîtrise totalement sa manière de vivre le feu, de faire véhiculer le feu, et donc d'apporter la bienveillance et la chance à Cendrillon. Donc pour moi, la marraine de la bonne fée, ouais, c'est un Sagittaire, hein, sous testostérone, pardon. Et je trouve ça beau en fait de l'associer à ça. En plus, comme un Sagittaire, je vous ai dit tout à l'heure, la marraine, la bonne fée, eh bien c'est un guide pour Cendrillon. Et c'est grâce à elle que Cendrillon, à travers ce voyage-là que lui offre la bonne fée, eh bien, va avoir des conseils avisés. Comme par exemple, attention, rentre avant les 12 coups de minuit. Vous voyez, des conseils comme ça qui sont hyper importantes pour la suite du conte. Et elle a cette possibilité d'être elle-même, en fait, totalement pure à 1000%, pour pouvoir aller à ce bal. Et en fait, le Sagittaire, là, on le voit dans son plus bel apparat de magie et d'enchantement. C'est un Sagittaire super bien aspecté, peut faire véhiculer effectivement ce type d'éléments dans une vie. En tout cas, si vous connaissez des Sagittaires, c'est souvent des gens hyper bénéfiques, hyper bienveillants, souvent avec une très grande bonté également, une générosité très forte. Et donc, forcément, Cendrillon étant la bonté incarnée et la gentillesse incarnée, elle ne peut que s'associer et être bien et se sentir bien proche donc de cette marraine la bonne fée. Alors je vous ai parlé il y a quelques secondes de ça, du temps. C'est pas pour rien. Déjà le temps passe, hein, le temps passe. Mais si je vous parle du temps, c'est parce que maintenant on va passer au symbolisme du temps. Il y a un énorme symbolisme autour de l'horloge et du temps dans ce conte. Je sais pas si vous l'avez perçu, le fait que il faut, avant les 12 coups de minuit, que Cendrillon revienne donc dans sa vie normale, sinon forcément bien le charme sera rompu. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce timing qui se met en place. Dans la vie, quand on s'incarne, on ne sait pas combien de temps on va avoir à passer sur cette planète bleue, mais là, par contre, Cendrillon, dans cette histoire, elle sait que pour incarner pleinement celle qu'elle est au fond d'elle et le montrer à l'extérieur, elle a jusqu'à minuit. Et après minuit, eh bien, tout ce qu'elle est à l'intérieur ne se reflètera plus à l'extérieur. En tout cas, c'est sa vision dans le conte. C'est ce qu'elle pense. Bien sûr, la marraine, la bonne fée, la transcende, l'illumine encore plus, mais tout ce qu'elle montre de l'extérieur de Cendrillon, c'est déjà ce qu'elle est à l'intérieur. Donc là, elle a juste dû faire un enchantement pour que Cendrillon puisse se rendre compte qu'elle est déjà comme ça, en fait, à l'extérieur. Parce qu'elle ne s'en rend pas compte qu'elle est déjà comme ça à l'extérieur. Vous voyez comme c'est beau. Et
j'adore, j'ai décortiqué, mais vraiment tout plein de symbolisme autour des horloges, du temps. Et donc je vous ai fait un petit topo, un résumé, mais limite, en fait, même il faudrait une émission complète sur le symbolisme de l'horloge et du temps. Et vous voyez comme quoi j'adore faire ça. Mais encore une fois, l'émission, si je continue et que je développe tout à puissance 1 million, enfin, je peux vous dire, vous allez rester avec moi pendant 4 heures. Hein. C'est vraiment pas du chiquet. Donc, je vais essayer de faire concis. Donc, l'horloge qui lui donne un temps précis pour vivre la soirée de ses rêves, donc qui est aller au bal. Aller au bal est crucial, en fait, pour lui permettre de prendre en main son destin. Et aller au bal, c'est aussi se montrer de la manière la mieux apprêtée qui soit. Quand on va dans un bal, quand on sort en soirée, eh bien, on s'apparate de ses plus beaux atours. Voilà, on se coiffe, on se maquille pour les femmes, on s'apprête pour les hommes, on est vraiment dans les meilleures conditions qui soient, à partir du moment où on sait qu'on va sortir pour pouvoir aller vivre une soirée remplie de rêves, et encore plus quand on va dans un bal. Il faut vraiment être au taquet. Et déjà, il y a un premier symbolisme là qui s'opère. On ne va pas dans un bal habillé en chiffon. Hein, donc déjà, il y a ce premier symbolisme-là que l'on voit concrètement, visuellement, où on nous montre qu'effectivement, il y a une tenue à avoir, hein, une manière d'être aussi quand on est invité à ce genre de soirée. Donc là, à travers ce conte, on nous explique aussi comment se comporter en société lorsque l'on se présente au monde pour une soirée comme ça. Vous voyez, ça aussi c'est très intéressant, la manière dont on doit se comporter en société face à telle ou telle situation. On le voit, on le perçoit très très bien également dans Cendrillon. Le passage du temps, donc l'horloge qui est comme le thème du temps, qui symbolise le passage bien sûr, le passage entre deux mondes, bien sûr, entre le monde normal de la vie de Cendrillon et le monde dit immatériel, dit de rêve, qu'elle va pouvoir vivre pendant que quelques heures dans ses plus beaux atours. Dans l'histoire de Cendrillon, le temps qui s'écoule représente à la fois l'attente de Cendrillon pour une vie meilleure et l'imminence de l'opportunité qui pourrait changer sa vie. Le bal de minuit, où Cendrillon doit rentrer avant que le sortilège de sa marée ne se dissipe, met en lumière, en fait, cette idée du temps comme une limite qui lui est imposée. Elle a très peu de temps pour montrer et révéler tous ses talents au monde. Ah, j'ai des frissons. C'est vraiment, pour moi, c'est une image, hein. C'est pas que elle se fait belle pour aller au bal, elle devient une princesse pour aller au bal, vous voyez, non, il y a vraiment un truc là autour du temps. Le temps est limité, elle a très peu de temps pour pouvoir justement montrer au monde qui elle est. Vous voyez, et c'est comme ça que je ressens, que je perçois les choses au niveau de ce passage-là du conte. La fugacité également de la magie et du bonheur. Vous savez, la magie, la vie, quand on fait notre cheminement, on a une vision de la magie, de la sorcellerie, du cheminement et du bonheur aussi, hein, que l'on imagine en faisant ce cheminement. On pense que dans ce cheminement, ça va être flocons de blé et poussière d'étoiles constamment. Et en fait, c'est que du chiquet, hein, c'est du chiquet. Tout ça, c'est déjà en vous, en fait. Ça n'existe pas à l'extérieur, c'est à vous de le transcender de l'intérieur pour le faire montrer à l'extérieur. Et souvent les gens pensent, peut-être à tort, mais on y est tous passés, hein, moi la première, mais après coup avec un peu de bouteille on comprend un petit peu mieux le temps qui passe notamment, et les réalités de ce cheminement, c'est que ce cheminement est fait pour nous transformer. Mais symboliquement et émotionnellement, il est fait pour nous transformer et pour aller dans le mieux, pour trouver notre propre bonheur, notre propre clé, notre propre royaume. Et ce que je trouve beau concernant ce conte et au niveau de la magie, et notamment associé au bonheur, c'est que c'est bien là la clé. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? C'est d'être riche, en fait, ou c'est de révéler la beauté intérieure à l'extérieur? Voyez,
quand vous révélez ce qu'il y a de plus profond en vous, à l'extérieur de vous, pour vous-même, mais aussi pour les autres, c'est de là que le bonheur se perçoit, quelque part. Essayez de réfléchir quand vous vivez une belle journée. Qu'est-ce qui vous émeut le plus en vous disant, là j'ai un souvenir d'un bonheur. C'est quoi l'émotion que fait véhiculer ce moment clé dans votre vie? C'était pas du tout un moment où vous étiez riche, hein. C'est pas un moment où vous avez gagné une belle voiture ou tout ça. Il y a eu des émotions très fortes à des instants clés de votre vie où vous avez ressenti ce qu'était le bonheur, que vous touchiez du doigt. Et en fait, c'est l'amour. Souvent, le bonheur est associé au partage de l'amour. Et ça, c'est important aussi à mon sens, de le percevoir dans ce conte et dans nos vies et également dans notre cheminement. Donner de l'amour à soi-même autant qu'on en donne aux autres, c'est la clé, à mon sens, pour un cheminement réussi et heureux. C'est, à mon sens, l'une des clés de ce conte qui nous montre en fait que le temps est un leurre. Et en fait, souvent les gens sont malheureux et tristes parce qu'ils pensent qu'ils ont très peu de temps pour pouvoir concrétiser tout ce qu'ils ont envie de concrétiser. Ils jalousent les autres parce que d'autres y arrivent beaucoup plus rapidement ou facilement ou etc. Et résultat, ils se sentent mal et donc n'arrivent plus à avancer, évoluer et à donner du bonheur. Et donc, ils ont constamment ce manque de temps au fond d'eux qui s'opère. Vous voyez ? Et je trouve que même dans le conte, on le perçoit bien, ce passage où justement, quand arrive minuit, elle pourrait être complètement dépitée en disant je veux y retourner, je veux pas que ça s'arrête. Mais en fait, elle est tellement heureuse d'avoir vécu ça, même un bref instant, d'avoir pu montrer qui elle était, même un bref instant, que ça vaut tout le bonheur du monde à ses yeux. Et même si ça revient pas, bien sûr, il y aura de la nostalgie, c'est normal, mais au moins elle a pu être elle-même pendant un laps de temps. Encore une fois, je mets le mot temps constamment, hein, vous remarquez. Et le fait d'être soi-même, c'est la clé. Montrer qui l'on est, c'est la clé. Et même si ça dure qu'un court instant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai trouvé cette corrélation assez intéressante parce qu'à aucun moment on voit Cendrillon, au contraire même. À partir du moment où elle devient vraiment elle-même, en étant transformée, en se montrant en société, en tombant amoureuse du prince, bien évidemment, eh bien, elle montre vraiment une vraie personnalité. Elle s'affirme, en fait. Voyez, à ce moment-là, elle s'affirme. Bien sûr, elle va être emprisonnée par sa belle-mère. Bien sûr, il va y avoir plein de péripéties, mais elle persiste, elle signe. Il y a quelque chose qui a changé ce soir-là, en elle. Et c'est pas les strass et les paillettes qu'on nous montre dans les films, etc. Je deviens une princesse, etc. Non. On sent vraiment qu'elle s'affirme, que sa personnalité s'affirme parce que pourquoi ? Parce qu'elle montre réellement qui elle est aux yeux du monde et pour une fois, elle s'aime vraiment, en fait. Et parce qu'elle s'aime vraiment, et même si ça a duré un court instant, bien, elle garde ça en elle. Et en plus, elle trouve l'amour réciproque. Et donc, imaginez le bonheur de trouver l'amour réciproque à ce stade-là de sa vie. Donc, la fugacité de la magie et du bonheur, quand l'horloge marque minuit dans le conte, eh bien, cela représente la fugacité de la magie et du bonheur. Le bonheur est fugace. La magie est fugace. La transformation de Cendrillon, en fin de compte, permet que la magie l'assiste et lui permet en fin de compte d'assister au bal, comme on le voit, mais tout ça c'est éphémère. Toute cette perception visuelle qu'on nous montre est complètement éphémère, parce que pour moi, le message réellement symbolique, c'est que là, ce soir-là, elle a réellement pu être elle-même. Elle a pu faire retranscrire à l'extérieur ce qu'elle était à l'intérieur. La richesse intérieure est retranscrite à l'extérieur. Voyez ? Et on n'est plus sur des artifices, là. Non. On est vraiment sur quelque chose de très très beau et d'intemporel, quoi. Ce qui est à l'intérieur
se révèle à l'extérieur, même si ça dure un court instant. La notion du destin et du timing divin. Vous verrez, je vous ai fait un petit topo sur le plan. Donc l'horloge peut également symboliser la notion de destin et du timing divin. Et donc dans le conte, le moment où l'horloge sonne minuit et déclenche donc la fuite de Cendrillon, mais c'est aussi le moment où le prince réalise qu'il doit la retrouver. À partir du moment où on perd quelque chose, on a envie de le retrouver. Ça aussi. Et le temps, la notion du temps, de cette horloge qui sonne et qui arrête tout, ça permet également de prendre conscience de ça. Je n'ai plus cette chose, je veux cette chose, je ferai tout pour retrouver cette chose. Là, c'est l'amour, bien sûr. Ça pourrait être autre chose, mais là, on fait tout pour retrouver cet amour que l'on a vu, que quelques heures, mais ça nous a suffi pour mettre en place les clés de notre destin et y aller. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le moment où Cendrillon, elle prend vraiment, elle monte sa personnalité, elle s'affirme. Pour moi, c'est un des moments les plus beaux que je trouve, où justement elle se transforme grâce à sa marraine la bonne fée, et elle se montre devant l'assemblée, elle passe du temps avec le prince, on voit vraiment toute la pureté, toute la beauté de ce personnage, et surtout quand tout s'arrête, ah là là, mais et qu'elle remue ciel et terre quand elle est emprisonnée pour justement pouvoir retrouver cet amour, l'amour qu'elle attendait depuis toujours, et qui a vraiment su la voir telle qu'elle était, et pas qu'avec les artifices, même si beaucoup de choses nous dépeint avec les artifices, voyez plus loin que ça, Franchement, enfin, lisez tous les contes qui existent autour de Cendrillon, regardez tous les films aussi pour voir un peu la manière dont les situations sont mises en avant visuellement, ressentez les choses avec vos émotions et vous verrez vraiment que pour moi, elle est prête à abattre tous les obstacles. Voyez, et là c'est totalement, mais en fait c'est la transcendance de la destinée du personnage. C'est la restée cette pauvre demoiselle qu'elle était auparavant, avant l'arrivée de sa bonne fée. On n'aurait pas pu avoir de suite aussi beau, quoi. Donc, parce que même dans la version de Grimm, qui est quand même beaucoup plus sombre, avec des orteils coupés, enfin bref, on aura l'occasion d'en parler plus en détail de ce symbolisme. Il y a quand même cette image marquante qui montre le personnage comme étant vaillante, à affronter les obstacles. Et la seule manière de réaliser son destin et de réaliser ses rêves, ça nous montre bien qu'il faut réussir à battre et à vaincre les obstacles, en fait. Donc plus vous serez dans la détermination, comme le Sagittaire, d'ailleurs le Sagittaire est très déterminé, c'est un signe hyper déterminé, c'est-à-dire il n'y arrive pas, c'est pas grave, il continue, il redémarre du bas, il s'en fiche en fait, il va quand même monter, En fait le but du Sagittaire aussi c'est de monter, c'est de monter, il s'épuisera, il n'y a pas de problème, mais il va y aller, il va monter, et c'est aussi en ça. C'est vrai que je trouve qu'il y a une partie de la fin de Cendrillon où on pourrait un petit peu la représenter comme une Sagittaire aussi, avec ce côté de feu incarné. De l'intérieur, oui, tout à l'heure je vous disais c'était comme une étoile, comme si la marraine de la bonne fée lui avait montré cette luminosité qu'elle avait en elle, vous voyez, c'est super beau. Il y a également une notion de transformation personnelle à travers le temps, relié au symbolisme de l'horloge et de la transformation. Le conte met en avant le voyage que fait Cendrillon, son évolution, voyez, de cette petite fille opprimée à cette princesse qui conquiert le cœur d'un prince. Et donc le temps est un élément clé de ce processus de transformation qui marque et qui montre surtout les étapes de son évolution et de sa croissance personnelle. Donc le temps joue un rôle très très fort, un peu comme Alice de l'autre côté du miroir également avec le temps, avec le maître du temps. Le temps joue un rôle précieux en fait aussi dans ce conte. D'ailleurs, si vous êtes curieux, allez
gratter dans différents passages du conte où on parle de l'horloge, du temps, toute cette partie-là où justement elle court après le temps, qu'elle court en fait et qu'elle laisse sa pantoufle de verre au pied des escaliers. Alors, j'avais envie en fait aussi de vous parler de la pantoufle de verre, de l'association de la citrouille en carrosse, mais je pense pas avoir le temps. Parce que là je regarde, oh là mon Dieu, mais je crois que l'émission va faire peu de 2 heures, hein, je vous le dis. On va se faire une petite pause musicale. C'est déjà pas mal tout ce que vous avez découvert là cet après-midi, je pense. Et on va parler un petit peu du symbolisme donc de la sorcellerie dans ce conte. Et ensuite, on finira avec quelques petits éléments complémentaires. Par exemple, pour aller un petit peu plus loin dans ce conte, je vous donne quelques tips également que vous n'avez peut-être pas perçu, notamment si vous êtes allé à Paris. Peut-être que vous n'avez pas perçu, mais bon. Je n'en dis pas plus. Je vous dis dans quelques minutes pour la suite, de cette émission enchanteresse. À tout à l'heure, les amis. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien, mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour la dernière partie de cette émission qui est donc sur Cendrillon, le décortiquage de Cendrillon. Puis là, on arrive au dernier chapitre, la sorcellerie dans le conte de Cendrillon. Alors déjà, première chose que je souhaitais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez la version sortilège de Cendrillon, avec la version où la méchante belle-mère récupère la baguette de la marraine la bonne fée et utilise cette baguette pour causer du tort à Cendrillon. Alors, vous allez voir cette petite subtilité, je vais en parler plus en détail dans quelques minutes, mais je trouve que cette version d'après, si jamais la méchante belle-mère avait elle-même récupéré la baguette de la bonne fée, qu'est-ce qui se serait passé? Là, on nous montre bien que c'est bien le sorcier qui tient la baguette, qui détient le pouvoir, qui est la cause de ce qui émane la baguette. Là, on le perçoit, mais puissance 1 million. Je voulais commencer au niveau du thème de la sorcellerie pour cette dernière partie, de vous parler de ce passage-là, de ce dessin animé-là, parce que je trouve que il est flagrant au niveau symbolique. Vraiment, il est flagrant. C'est le sorcier qui tient la baguette, c'est lui qui détient le pouvoir, et c'est lui qui détient la manière dont il va se servir de la magie. La magie n'est ni bonne ni mauvaise, on le répétera jamais assez. La magie n'a pas de couleur, on ne le répétera jamais assez. Ce sont les gens qui mettent des couleurs, magie blanche, magie noire, magie verte, magie rose, mais ça n'existe pas en fait. La magie n'a pas de couleur, et la magie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est le praticien qui tient la baguette, qui oriente la magie de la manière dont il le souhaite. Si vous avez en face de vous un praticien qui est malhonnête, qui est sombre dans sa manière de voir les choses, il fera de la magie sombre, il sera pas du tout, il sera open, hein, il pourra faire tous les coups bas que vous voulez, on le perçoit bien dans la version sortilège de Cendrillon. Quand on laisse la magie, quand on laisse détenir la magie à des personnes malsaines, voilà ce qui peut arriver. Voilà comment certaines personnes qui, à la base, sont bonnes, bienveillantes, magnifiques, d'une pureté sans nom, comment elles peuvent finir avec des gens qui détiennent ce pouvoir-là. Vous voyez, déjà, rien que là, on perçoit la perception. Vous voyez aussi également un autre élément assez intéressant dans ce passage, qui sont les gardes qui se transforment en animaux par la méchante belle-mère. Alors, il y a un passage dans Cendrillon 2 qui est assez flagrant, je trouve. Autant dans la version de Cendrillon traditionnelle, on a une magie plutôt bienveillante, positive, avec des personnages négatifs, néfastes, autour de la famille, mais autant dans cette nouvelle version, cette suite possible, on voit carrément des corrélations avec la sorcellerie. Parce que dans la vision des gens, la sorcellerie, c'est mauvais. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit bien la transformation
des gardes en fait, des gardiens, des gardes du palais qui se transforment en certains animaux. Et vraiment des animaux, comme je vous ai dit, je pense vraiment que je vais faire une émission autour de ces animaux-là parce qu'on les retrouve dans tellement de contes associés à la magie que je me dis c'est pas possible en fait. Pourquoi il y a autant de représentations de cet animal-là notamment? Donc je parle de l'oie. Voilà, l'oie. L'oie est un animal des plus mystiques qui soit, tout comme le cochon d'ailleurs. Ces deux animaux d'ailleurs on les retrouve aussi dans Taram et le chaudron magique. Et pour information, dans Taram et le chaudron magique, c'est un cochon qui a le pouvoir de lire dans la magie du chaudron. Et le héros doit savoir s'occuper correctement des animaux avant de prétendre pouvoir devenir un vrai chevalier afin de partir pour sa quête. Et donc d'aider le cochon qui a des pouvoirs magiques à sauver le monde et cet univers. Donc vous voyez, c'est quand même fou quand franchement, je pense que Taram et le chaudron magique aussi, j'ai vraiment envie de le faire. Il faut que je le dépoussière, je le décortique parce qu'il y a plein de trucs assez intéressants et je pense plus à la sorcellerie des campagnes quand je pense à ça. C'est marrant d'ailleurs que je pense à la sorcellerie des campagnes. Bref, donc l'animal, l'oie notamment, a un énorme symbolisme au niveau magie et sorcellerie. Donc ce sera à creuser. Si de votre côté vous voulez faire des recherches, allez-y. De mon côté, j'en ferai également beaucoup plus en détail. Je pense que l'an prochain, pour la saison prochaine, je vais faire une émission autour de cet animal. Parce que voilà, il attise ma curiosité. Je le vois dans beaucoup de contes associés à la sorcellerie, il attise ma curiosité. Bref, continuons. Dans la toute première version de Disney, on a une gentille bonne fée et une méchante belle-mère. Alors que dans la suite de Cendrillon, on a la belle-mère qui se transforme en sorcière, afin que ses plans machiavéliques puissent être assouvis. Et c'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, assez surprenant. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est pourquoi on associe toujours la sorcière au mal et à la fée au bien. Sans rire, ça revient constamment. Pourquoi la sorcière est toujours vue comme quelqu'un de malsaine, alors que la fée est vue comme quelque chose de bénéfique? Ça, sont vraiment des questions qu'il faut se poser. Et les contes, les dessins animés, les films, les séries, la fantaisie au sens large, ils nous orientent toujours de cette manière-là, tout le temps. Rarement sont les sorcières badass. Alors, il y a beaucoup de sorcières badass, féministes et à tout va. Alors, les hommes, j'en parle même pas, ils sont limite inexistants dans les nouvelles versions. Moi, je vous ai dit harmonie. Et de l'autre, il y a la fée, voilà, toujours bienveillante, toujours bénéfique. Alors qu'en fin de compte, il y a une expression qui dit que j'ai découvert justement en Belgique quand je suis partie il y a quelques années maintenant de ça, à Elzel, sur un mur, c'était écrit « La sorcière est une fée que l'on a offensée ». Je sais plus d'où vient cette formule. Je crois que Richard Elie m'en avait parlé dans l'une des émissions qu'on avait faites. Alors je sais plus du tout sur quelle émission de radio. Je crois que c'était sur Witches de mémoire. Ou Arcadie, je sais plus. Mais effectivement, c'était donc une phrase que j'avais vue écrite sur un mur quand on se promène dans Elzel. Il y a plusieurs passages, bien sûr. Si un jour vous découvrez Elzel, franchement, allez-y. C'est un village de sorcières. En fait, il y a des effigies de sorcières partout. Les maisons sont recouvertes sur leur toit de petites sorcières. Il y en a partout, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, en me baladant et tout dans ce village, je vois écrire cette phrase. Donc, à chaque fois, ça me fait penser à ça, en fait. À chaque fois, ça me fait penser au fait que la sorcière est une fée que l'on a offensée. Comme si, en fait, de naissance, on était fée, et que dès qu'on commence à parler sorcellerie, manipulation et tutti quanti, on devenait une sorcière malfaisante. Vous voyez? C'est assez étrange, quand même, je trouve. Dans la version la plus connue, la transformation de Cendrillon est rendue possible, comme vous le savez, grâce à l'intervention de sa marraine, la fée, qui lui procure donc une robe magnifique, des pantoufles de verre et un carrosse pour se rendre au bal. Bien que la marraine soit souvent représentée comme une figure bienveillante, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, son pouvoir magique peut être interprété comme une forme de sorcellerie ou de magie. Ah oui, parce qu'une fée, c'est une sorcière. Et une autre question que je me suis posée en
en regardant encore, en lisant Cendrillon, c'est pourquoi la fée a-t-elle transformé une citrouille en carrosse? Pourquoi la citrouille? Ça c'est vraiment une grosse question que je me pose. Donc, on connaît bien le symbolisme de la citrouille, qui est quand même associé forcément à la fête de Samhain. Mais à la base, c'était pas une citrouille, c'était un navet qui était donc associé à l'Irlande, je crois, de mémoire. Vous voyez, je veux dire, pourquoi la citrouille? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce légume qui est associé à la sorcière? Quand même, faut pas, voilà, c'est pas du chiquet. Quand on pense à citrouille, on pense à sorcière. Donc pourquoi, dans le conte, on transforme la citrouille en carrosse? Il n'y a pas un truc là-dedans, vous pensez? Un carrosse, c'est pas anodin. C'est quand même c'est un moyen de locomotion qui est des plus beaux, des plus magiques qui soient, des plus royales qui soient, des plus nobles qui soient. Tiré par des chevaux, les chevaux, symbolisme, c'est pas du chiquet non plus. Vous voyez tout ça, quand on réfléchit un petit peu aux corrélations, il y a des trucs qui se mettent en place instinctivement quand on est dans notre milieu, où on se dit c'est pas du chiquet, c'est pas anodin. Pourquoi avoir mis une citrouille comme légume de transformation pour en faire un magnifique véhicule de carrosse, quoi. Dans d'autres adaptations, par exemple, dans des versions plus courtes et plus anciennes du conte, il y a des éléments magiques aussi qui sont présents. Par exemple, on a un passage, c'est assez marrant. D'ailleurs, je pense pas que vous connaissiez cette version-là. On en parlera peut-être alors. On en parlera peut-être de cette version-là, donc je vous en dis pas plus. Je vous laisserai chercher. Mais il y a une des versions de Cendrillon où on voit qu'elle est aidée par une souche d'arbre magique ou d'un animal qui parle. Et donc, ces deux personnages, donc une souche d'arbre magique ou un animal qui parle, aident Cendrillon à accomplir ses tâches pour se rendre au bal. Mais comment on ne voit pas là du chamanisme? Parler aux plantes, parler aux arbres, parler aux animaux, capacités liées à la communication animale. Comment on ne perçoit pas là, encore une fois, de la sorcellerie, du chamanisme? Vous voyez? Je trouve ça dingue. Et ça, ce sont des versions qu'on connaît très 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 peu, qu'on n'entend pas parler. Que Cendrillon, elle est aidée par des souches d'arbres magiques ou d'un animal qui parle. Je veux dire... Et rappelez-vous... Alors, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais remonter parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec son nom de famille à ce monsieur. Je vais remonter dans mon petit plan. Est-ce que je vais retrouver son nom? Je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Monsieur Bourronedas. Ah voilà, ça y est. Monsieur Patrick Burenstenas. Voilà. Burenstenas. Je vais y arriver. Souvenez-vous, si jamais vous avez l'occasion d'écouter la vidéo sur l'alchimie des contes de fées avec Monsieur Patrick Burenstenas, il nous explique que les oiseaux et les animaux ont un énorme symbolisme dans le conte, et notamment relié à l'alchimie. Donc, alchimie, magie, sorcellerie, tout ça c'est de l'occultisme, tout ça c'est de l'ésotérisme. Donc il y a des corrélations bien évidemment dans le conte de Cendrillon. Il y a de l'alchimie dans le conte de Cendrillon, il y a de l'ésotérisme, il y a de la sorcellerie. Ça, à n'en pas douter, même si certains disent le contraire, non, en fait. Et d'ailleurs, on va continuer, parce que c'est pas tout, c'est pas terminé. Alors, la transformation de Cendrillon par sa marraine. Ce passage est l'un des moments les plus emblématiques du conte. Tout le monde se souvient de cette transformation. On en a parlé tout à l'heure, plus en détail, de ce que je ressentais par rapport à cette transformation. Et la marraine la fée apparaît alors lorsque Cendrillon est la plus désespérée possible. Et souvenez-vous quand même que on utilise souvent la magie dans les moments où on n'a pas d'autre choix, où on est le plus désespéré qui soit.
en tout cas, certains contactent des praticiens lorsque ils ont des choix désespérés, des moments désespérés de leur vie. Ils demandent de l'aide à ce moment-là à des sorciers, à des magiciens, à des praticiens. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, on a en face de nous forcément des personnes... Alors, bon, j'ai en face de nous. Mais en fait, moi, je ne propose pas de magie à la vente. Donc, mais j'échange beaucoup avec des praticiens qui le font. Et souvent, ils réitèrent la chose en disant qu'ils ont souvent face à eux des gens qui sont désespérés. Donc forcément, qui sont pas au mieux de leur forme. Et bien évidemment, quand ils sont pas bien, les gens, ils font quoi? Ils veulent se venger. Ils veulent assouvir un fantasme. Ils veulent retrouver un amour perdu. Et j'en passe. Et c'est jamais le bon moment, va-t-on dire, pour faire appel à un sorcier ou à un marabout ou tout ce que vous voulez. Parce que vous n'êtes pas vraiment dans votre état normal pour le faire. Donc, là aussi, on perçoit à travers ce petit passage, heureusement, Cendrillon, elle a une bonne fée qui est là pour la rendre heureuse. Mais si Cendrillon avait vu, le premier sorcier du village, là, ou le premier marabout, qui sait ce qui serait passé, en fait? Tellement elle était désespérée, Cendrillon, à ce moment-là. Est-ce qu'elle aurait fait comme la petite sirène, la vraie version de la petite sirène, tellement désemparée, avec l'amour du prince qu'elle avait dans son cœur? Ben voilà, vous voyez. Donc des fois, ça montre aussi l'état émotionnel dans lequel le praticien peut être quand il dégaine sa baguette pour procéder à un envoûtement, un enchantement, tout ce que vous voulez, enfin un art magique. Des fois, quand on n'est pas bien dans ses baskets, il vaut mieux rien faire en fait. Et pareillement, quand on est en colère, ça j'en avais déjà parlé sur mon site à l'époque, dans mon blog, j'avais fait tout un article autour de la colère en magie. L'émotion est une force. Qu'elle soit positive ou négative, elle est une force. Et plus l'émotion est forte, plus c'est une force. C'est une énergie que l'on utilise pour transcender forcément cet art en fait, ce rituel. Et donc c'est tellement plus facile d'être en colère que de travailler sur sa colère, n'est-ce pas? Donc on utilise la colère comme une arme émotionnelle pour pouvoir faire des sortilèges néfastes pour les autres. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça ne se renvoie à nous-mêmes quand on fait ce genre de choses. Ce genre de praticiens oublie effectivement que ce type de sortilège, c'est pas bon pour eux non plus. Donc ils auront beau jeter le mauvais œil, tout ce que vous voulez, tant qu'ils seront dans cette optique-là de jeter le mauvais œil sur l'autre, ils seront jamais heureux, ces gens-là. C'est bien triste. Bref, je parlais de ça par rapport justement à l'état émotionnel, que l'on soit le praticien en état émotionnel déséquilibré ou le client en état émotionnel déséquilibré et qu'on fait appel à un praticien. Dans les deux cas, on s'abstient quand on est dans un état déséquilibré. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se soigne, on essaie de comprendre plutôt que d'utiliser la magie. Après, voilà, c'est ma vision à moi. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais on le perçoit également dans Cendrillon. On pourrait percevoir également cette phase émotionnelle et psychologique au moment où Cendrillon est la plus désespérée qui soit. Elle lui offre donc une belle robe, de pantoufles de verre, un carrosse enchanté pour se rendre au bal. Et la sorcellerie est connue comme étant, la manière de transformer sa destinée. Avoir donc prise sur les événements et vouloir les changer. C'est connu en sorcellerie. D'ailleurs, beaucoup font de la sorcellerie pour ça, pour changer leur vie, pour jeter des sorts. Un sorcier, une sorcière, ce sont des jeteurs de sorts et sont toujours été associés à cela. Voilà. Alors que la fée, ou le magicien, ou les enchanteurs, d'ailleurs, j'ai lu ça il y a pas longtemps, sur les enchanteurs. Les enchanteurs seraient... Ah, qu'est-ce que j'avais lu? Les enchanteurs ne sont ni des sorciers, ni des magiciens. Ah, je sais plus ce que j'avais lu, il faudrait que je regarde dans mes fiches. Mais il y avait un truc vraiment beau autour du mot enchanteur, qui était en lien avec la magie, bien sûr, mais un peu comme si c'était les enfants, les petits, les apprentis, en fait, des magiciens. C'est très... c'était un petit peu dans cette histoire-là.
Donc ça fait penser à ça, là, maintenant que je vous parle. Donc comme je vous disais, effectivement, le sorcier, la sorcière, c'est un jeteur de sorts. Et bien évidemment, Cendrillon a affaire à une fée, mais la fée jette des sorts pour rendre sa vie meilleure. Donc c'est aussi une sorcière. Ce n'est pas qu'une bonne fée, c'est aussi une sorcière. Ou alors, c'est une fée qui n'a plus été offensée et qui connaît encore la magie de la sorcellerie. Et je sais pas, hein, vous voyez, on peut tout imaginer là-dedans. Mais c'est ça qui est assez transcendant, je trouve. Alors, le carrosse et les chevaux magiques. Alors, une fois transformé, Cendrillon monte dans un carrosse enchanté, créé par sa jolie marraine merveilleuse. Et les simples petites citrouilles se transforment en un magnifique carrosse. Que je disais tout à l'heure, pourquoi on associe le carrosse à la citrouille? Les souris se transforment en chevaux. Les souris se transforment en chevaux. Le rat en cocher et le lézard en laquais. Et ce passage, à mes yeux, illustre la puissance de la magie de la marraine, la bonne fée, et ajoute une touche de merveilleux à l'histoire. Bien évidemment, si vous voulez faire le travail jusqu'au bout, faites les recherches au niveau des symbolismes des animaux. Essayez de voir la corrélation entre les souris et les chevaux, entre le rat et le cocher, entre le lézard et le laquais. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, faites le travail entre le carrosse et la citrouille. Voilà, je vous donne des petits tips pour aller plus loin si vous voulez de votre côté, parce que l'émission, là, je le sens. Enfin, je regarde. Oh, punaise. J'ai peur. Je pense qu'elle fera plus de 2 heures l'émission. Bref. Et là, je vous dis même pas l'heure qu'il est chez moi pendant que j'enregistre. Bref. Alors, le bal royal. Donc, elle va au bal royal. Cendrillon, elle est éblouissante dans sa belle robe enchantée. Sa beauté et son charme captivent le prince, mais aussi toute l'assemblée. Ils dansent même ensemble jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit. Ce moment magique est crucial dans l'histoire, car c'est là que Cendrillon rencontre le prince et que leur histoire d'amour commence. Mais là, on peut percevoir quelque chose. Je vous ai tout expliqué tout à l'heure, le côté psychologique, symbolique et tout ça. Mais si on se réfère au symbolisme de la sorcellerie, et donc de la magie, on perçoit là un sort d'envoûtement, un sort de magie d'amour. Aurait-elle envoûté le prince? Est-ce que la marraine, la bonne fée, aurait-elle fait en sorte qu'elle soit si belle qu'elle envoûte le prince? Donc un sort de magie d'amour. En plus, il y a aussi un enchantement qui permet à Cendrillon de ne pas être reconnue par sa belle-mère et ses demi-sœurs. Donc, double enchantement. Voyez? Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas de magie ou de sorcellerie dans Cendrillon, il y en a un. Ensuite, la fuite de Cendrillon à minuit. Lorsque l'horloge sonne minuit, on en a parlé tout à l'heure, Cendrillon doit s'enfuir avant que le sortilège de sa marraine ne se dissipe. Elle laisse derrière elle la pantoufle de verre, seul souvenir de sa présence au bal. Et ce moment marque la fin du charme magique et ramène Cendrillon à sa condition de servante, soulignant là, la fugacité de la magie dans le conte. Et j'ai fait des recherches, bien sûr, vous en serez douté, autour de la pantoufle de verre. Et on va finir avec ça d'ailleurs. Lorsque nous jetons un sort en magie, on utilise différents objets. Des objets que l'on rend vivants pour y insérer une intention positive, pour nous permettre d'évoluer. Et cet objet, en fait, que cela soit du papier ou même toute autre forme d'objet, que ce soit des gris-gris ou supports en tout genre, en étant d'un seul coup détruit, conserve quand même une essence que l'on doit soit conserver pour pouvoir le réutiliser dans autre chose, dans un autre rituel, ou soit le jeter de manière bénéfique. Donc, imaginons les cendres, encore une fois. Les cendres de votre papier, où vous avez laissé forcément votre formule, etc. Vous avez fait un rituel de charme, etc. Dans votre rituel, vous devez brûler votre papier de parchemin. Les cendres, vous en faites quoi? Imaginons quelque chose de bénéfique, quelque chose que vous voulez oublier. Allez, oublier, imaginons. Vous faites envoler les cendres dans les airs. Vous récitez une formule d'incantation
pendant que les cendres se dissipent, dans le vent, là vous montrez toute votre émotion et votre puissance, et puis là, voilà, vous générez votre incantation pour montrer que maintenant cette situation est partie au vent, voilà, ne reviendra plus, etc. Bon, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous voyez, tout comme cette pantoufle de verre qui reste présente comme marque, comme trace d'un enchantement, là c'est pareil dans notre manière d'aborder la magie. On a toujours un objet, quelque chose qui nous rappelle à ce charme ou à ce rituel d'envoûtement ou d'autre chose, d'enchantement. Et on perçoit bien là aussi une forme de sorcellerie, de magie dans ce passage du conte. On nous montre dans ce conte la manière la plus bénéfique, je trouve, d'utiliser la magie pour changer nos vies, que cela soit de manière psychologique ou avec des rituels et des enchantements qui nous permettront de détenir la clé de notre destinée. Surtout ça, je l'ai surligné en jaune pour bien que vous le voyez, parce que je trouve que c'est, à mes yeux, la plus belle image positive de la magie que l'on peut percevoir dans ce conte. Bon, il y a d'autres contes aussi qui montrent de jolies choses, mais je trouve quand même que dans Cendrillon, c'est sublimé. Voilà. De par le fait que cette merveilleuse fée soit autant bénéfique et qu'elle ait en elle, toute la bienveillance possible, et toute la guidance possible, toute la sagesse possible pour aider Cendrillon dans cette quête de sa destinée. Voilà. Le fait que cela soit une pantoufle de verre qui soit laissée après le sortilège n'est pas anodin, puisque la pantoufle de verre devient un objet crucial dans l'histoire lorsque Cendrillon la perd en fuyant le bal avant que le sortilège de sa marraine ne se dissipe à minuit. Minuit, heure du crime. Non, je rigole. Donc c'est grâce à cette pantoufle que le prince peut retrouver Cendrillon, car il la cherche dans tout le royaume en essayant de trouver la jeune fille dont le pied correspond à la pantoufle. Et au niveau du symbolisme, la pantoufle de verre symbolise souvent l'unicité et la destinée. Elle est la clé qui permet au prince de retrouver Cendrillon, marquant ainsi la réalisation d'une destinée qui leur est commune. Ils étaient faits pour se rencontrer. C'était leur destin, en fait. Et le fait que cette pantoufle de verre soit restée là, c'est une preuve du destin, tout simplement. Et c'est beau. C'est très très beau de voir ça. De plus, la pantoufle de verre représente aussi la pureté et la fragilité, renforçant ainsi l'image de Cendrillon comme une figure délicate et précieuse, tout comme peut l'être la magie également, délicate et précieuse, et ne doit pas être utilisée de manière ingrate ou même sombre, mais bien au contraire, elle est faite pour révéler l'intérieur du praticien. Voilà ce que je ressens, et voici l'image que j'en perçois au niveau symbolique de la sorcellerie dans Cendrillon. Avez-vous remarqué que les praticiens changent souvent quand ils sont en contact de la magie, quand ils commencent à évoluer dans leur manière de pratiquer, de comprendre la magie, et même d'échanger avec différentes personnes? En fait, en réalité, c'est faux. C'est faux, en fait. Le praticien ne change pas à son contact. La magie permet simplement de révéler ce qu'il y a de plus profond en chacun d'eux. Vous voyez, un petit peu comme les reflets du miroir. Plus vous allez être proche de la vérité sur la manière de pratiquer la magie, plus cela va révéler ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Si vous êtes quelqu'un qui a un but de vous-même, vaniteux, vous montrant au-dessus des autres, plus vous allez vous approcher de la magie et de la réalité de la magie, plus vous allez montrer ça aux yeux des autres, parce que c'est ce que vous avez toujours eu à l'intérieur de vous, en fait. Et la magie ne fait que révéler ça, en fait, en vous. La magie est donc une manière de transcender la véritable personnalité du praticien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de couleur. La magie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste à l'image de ce que le praticien en fait. Donc, si le praticien montre une image de lui, que cela soit publiquement ou même pas publiquement, attention, parce que vous allez en avoir plein des praticiens qui publiquement
vous montrer une belle image d'eux, mais à l'intérieur, c'est noir. Hein. C'est noir de chez noir. Et dès qu'ils peuvent parler en mal des followers qui les suivent, mais ils se gênent pas. Hein. En privé, tout ça, ils se gênent pas. Non. Vous savez, à quoi on voit aussi quelqu'un de naturellement bon. Voyez comment il se comporte avec les petites gens. Quand je parle des petites gens, je parle des gens normaux, des serveurs, des gens qui sont là pour l'accompagnement des personnes. Voyez comment ils se comportent. Quand vous les voyez au restaurant, quand vous les voyez comment ils se comportent avec les gens qui sont plus bas qu'eux, en fait. Et là, vous verrez vraiment la personnalité des gens. Et moi, je l'ai vu, ça. Hein. Je l'ai vu. Hein. Et pourtant, par devant, c'était j'ai une belle image, et je suis ceci, et je suis cela. Oh non, je suis trop humble, machin. Mais en fait, pas du tout, que peanuts. Donc, quand je vous dis, en fait, que la magie révèle vraiment aux yeux du praticien aussi, hein, il se rend compte de ça, le praticien qui est là pour l'argent, il s'en rend compte de ça, hein. Et plus il va connaître la magie, plus il va vouloir en avoir de l'argent, en accumuler. Vous voyez, donc le praticien, il a conscience de ça. Faut jamais me dire que le praticien, il a pas conscience de ça. Bref, la magie est donc une manière de transcender la véritable personnalité du praticien. Et elle n'a pas de couleur, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est à l'image de ce que le praticien en fait. Et dans ce conte, l'image que l'on nous montre, c'est que la magie émane du cœur et qu'elle peut, en fin de compte, vous apporter la richesse intérieure et la transformation à condition que vous n'ayez pas au fond du vôtre de l'envie, de la jalousie ou même toute autre noirceur qui ne vous permettra pas, en fin de compte, de vous contrôler, tout simplement, les amis. Et donc, ce n'est pas pour rien que dans notre cheminement comme le nôtre, le premier enseignement vers lequel nous nous tournons est celui de la protection. On nous enseigne toujours la même chose au tout début de notre cheminement, savoir se protéger, c'est pas pour rien. Bah oui, parce que on se protège surtout de soi-même, en fait. Sachez-le, on se protège des autres, oui, mais c'est surtout de soi-même qu'on se protège. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'il y a de la sombrerie en chacun de nous, et que c'est très très compliqué de faire face à tout ça. Donc voilà, pardon, mes très chers enchanteurs, dernière petite subtilité pour aller plus loin, je vous propose dans le plan un petit lien très intéressant qui s'appelle parismamanetmoi.com. parismamanetmoi.com, c'est donc un blog, un site dans lequel vous allez pouvoir retrouver notamment de magnifiques photos de monuments en relation avec Charles Perrault. Donc une statue que l'on retrouve au Jardin des Tuileries à Paris. Je ne sais pas si vous saviez. Donc voilà, Charles Perrault est en statuette, belle statuette. Et notamment on voit aussi le conte, certains personnages de ces contes, comme le Chat botté par exemple. Donc je ne sais pas si vous le saviez. C'était le petit tips supplémentaire de fin de l'émission, mes très chers enchanteurs. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Je vous ai dit énormément de choses, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il faut au moins 4 émissions. Vous voyez, ne serait-ce que de décortiquer chaque animal. Enfin, il y a tellement de trucs à voir. Et il y a plusieurs contes, plusieurs versions de ce conte. Et là aussi, il y a tellement de choses à dire, notamment sur la version des frères Grimm. Hein. Donc, c'est juste énorme. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai pas trop papoté. J'ai donné beaucoup de moi dans cette émission parce que c'est un conte qui me touche personnellement au cœur. Il y a vraiment tout à mes yeux qui transcende dans ce conte. Tout ce qu'il y a de plus beau et de plus sombre également, ombre et lumière, hein, bien sûr, qui sont véhiculés dans ce conte. À mes yeux, ce conte est un conte initiatique. Alors, vous allez peut-être pas l'entendre de la part de beaucoup de monde, mais en tout cas, pour moi, c'est un conte initiatique à mes yeux. C'est un conte alchimique. Là, je suis pas la seule à le dire, bien sûr. Il y en a d'autres qui le disent, donc je me sens moins seule. C'est un conte extraordinaire qui nous montre autant la beauté
que la cruauté, autant la bonté que l'égoïsme, la manière dont on peut vivre la magie et le pouvoir intérieur également. Il y a tellement de belles clés à l'intérieur de ce conte. Même quand on creuse dans le côté sombre, il y a quand même de belles clés à percevoir et j'ai pas envie de vous quitter. J'ai envie de continuer avec vous, j'ai envie de vous parler de l'aigle, j'ai envie de vous parler tellement de choses avec ce conte, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Bref, je vais vous laisser. En tout cas, si vous voulez avoir cette émission en format audio, il suffit de me contacter donc par mail, donc alina@radioantasia.fr ou contact@radioantasia.fr. Je vous donnerai le lien du OneDrive avec tous les cadeaux, mes sources, le plan qui fait une dizaine de pages. Voilà, je me suis dit, je vais pas non plus trop abuser. Il va y avoir au moins 3 émissions, je pense, sur Cendrillon. On va vraiment, au moins 3 émissions. Je suis en train de réfléchir, mais au moins ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout du bout, parce que je crois que c'est la première fois que je fais une émission aussi intense pour ce type de contenu. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à ce soir, parce que ce soir, il y a Speak and Spell de 21h à 23h. Et ensuite, on est en direct, et ensuite nous aurons Valérie des Demoiselles Étranges avec nous de 23h à minuit. Et pour ma part, je serai à vos côtés demain matin pour le réveil des enchanteurs entre 10h et midi, les amis. Et cette émission sera donc en rediffusion mercredi prochain entre 16h et 18h30, je pense au moins 18h30. Je pense que cette émission fait au moins 2h30 avec les pauses musicales et le conte. Oui, au moins ça. Oui, je fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été sur le chat, d'être venu faire des petits coucous. Et je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Et bon week-end. Ciao, ciao.